Salut, c'est Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je reçois un ou une invitée pour parler de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Florian Iblot de chez WeMaintain pour parler des ops de la société, de son parcours et globalement un peu du sujet de la transformation numérique. Vous allez voir, c'est passionnant et j'envoie tout de suite l'épisode. Salut Florian, merci de prendre le temps de répondre à mes questions pour le podcast de Contournement. Tu occupes le poste de Head of Revenue Ops and Supply Chain chez WeMaintain. Je ne vais pas me hasarder à traduire ce titre, je vais te laisser le faire. En plus, je n'ai pas une grande idée de ce que ça veut dire. Par contre, je vois qu'il y a des ops et je sais aussi un petit peu ce que tu fais par ailleurs. Donc voilà, moi ça m'intéresse, j'ai envie d'en parler. Je sais que vous utilisez des outils no-code chez WeMaintain, notamment Glide, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, il y a aussi des choses dans ton parcours qui m'intéressent. Donc voilà, j'en dis pas trop, je vais te laisser te présenter pour bien commencer. Merci Alex et merci de m'accueillir sur ton podcast. Effectivement, je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans et je travaille chez WeMaintain depuis bientôt 3 ans. Donc moi, j'ai commencé dans un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce et j'ai rêvé de toute cette élite du conseil. Donc je suis rentrée chez Capgemini Consulting où je suis restée 2 ans et demi. Ça a été franchement une expérience incroyable. J'ai participé à créer des plateformes digitales d'État. Donc par exemple, c'était avant pour demander une subvention, il fallait faire un formulaire CERFA. Ma mission, c'est de faire en sorte qu'on puisse le faire directement sur une plateforme digitale. C'était hyper intéressant et en même temps, c'était très frustrant parce que j'ai réalisé que la façon dont on gérait les projets digitaux dans ces énormes boîtes, c'était sans vraiment prendre en compte le réel besoin utilisateur, sans vraiment prendre en compte le réel possibilité matérielle en fait des gens qui vont gérer les demandes, donc des agents quoi. Et qu'en fait du coup ça frustrait tout le monde et que c'était vécu souvent comme une violence en fait par les gens et les utilisateurs finaux, donc les gens qui demandent les subventions et les agents qui traitent les demandes. Et donc ça m'a énormément frustrée de voir qu'en fait la tech ça faisait plus de mal que de bien souvent dans ces missions-là. Donc j'ai voulu un petit peu partir dans des environnements par exemple plus agiles, un peu plus petits, où j'avais plus de marge de manœuvre. Et un peu par hasard, j'ai rencontré donc Jade Francine, la cofondatrice de WeMaintain, via une formation qui s'appelle John Lyon. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé sur ton podcast, mais qui est tout à fait. Alors, très chouette. On n'a jamais parlé dans le podcast d'ailleurs, donc tu peux dire quelques mots. On a notre stagiaire Gaëtan qui a fait cette formation aussi. Alors John Lyon, en fait, c'est un organisme de formation qui fait une formation gratuite et formation payante. La formation gratuite, en fait, elle se passe en 8 samedis de mémoire, où ça te permet d'avoir plus de connaissances de quels sont les enjeux des startups, quel est le vocabulaire de la startup, qu'est-ce que ça veut dire ops, sales, product, tout ça, parce qu'en fait quand t'es pas dans ce monde-là, c'est hyper nébuleux. Et donc moi j'y connaissais rien en sortant du conseil et voilà, et donc j'ai rencontré Jade et je suis rentrée chez WeMaintain. WeMaintain, c'est une société, je fais juste une petite parenthèse pour expliquer ce qu'on fait. C'est une société de maintenance initialement d'ascenseurs. Maintenant on fait toutes les maintenances régulées qui ont des régulations dans le bâtiment. Ouais. Donc ça va prendre la sécurité incendie, les portes, les escalators, tout ce que tu veux. Et on essaie vraiment de mettre le meilleur de la technologie et de l'humain, parce que le marché de la maintenance, c'est un marché avec beaucoup d'oligopoles. Il y a eu très peu d'amélioration technologique et encore moins d'amélioration de conditions de travail. Donc nous, on essaie vraiment de faire un peu marcher ces deux choses-là en parallèle. Beaucoup mieux considérer les personnes qui font la maintenance parce que ça reste le cœur du business en fait. C'est quand même ça qui fait que ton ascenseur est monté, qui descend à la fin de la journée. Et en même temps de mettre un max de technologie pour que le client il sache ce qu'il paye, pourquoi il le paye, quelle est la qualité qu'on lui apporte. Et pour le technicien, pareil, qu'il puisse faire vraiment de vrais comptes rendus de son intervention facilement et voilà, et de façon transparente. Cool, tu vas nous en dire un peu plus. Moi, je voulais revenir un petit peu justement sur cette première expérience du coup de consultante que tu as eue, parce que qui est finalement aussi quand même liée un peu à ce sujet global. Enfin, j'ai envie d'avoir ta perspective justement un peu sur ces choses-là. Donc, on est d'accord que globalement, tu travaillais autour des sujets de transformation digitale. Absolument. On dit transformation numérique, si on veut être plus français.
Est-ce que tu as envie d'expliquer peut-être déjà ce que c'est pour toi? Enfin, parce que j'ai pas eu l'occasion forcément d'en parler énormément, justement avec des consultants qui ont vraiment exercé là-dedans. Très honnêtement, j'ai beaucoup aussi de préjugés sur tout ça, et donc je trouve qu'il y a aussi pas mal on raconte un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que toi tu veux expliquer un petit peu déjà ce que c'est la transformation digitale, quoi? Okay. Qu'est-ce qu'on entend par là, quoi? Ok. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je pense que pour beaucoup de gens, en fait, la transformation digitale telle qu'on le vit quand on fait des métiers de conseil, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Parce qu'en fait, faut juste imaginer qu'il y a encore beaucoup de métiers, surtout dans le public. Moi, j'ai bossé principalement dans le public et dans l'hôtellerie, où personne n'a été formé à l'utilisation simple et basique d'un ordinateur. Il faut se dire qu'on en est là, en fait. Il faut se dire qu'on en est au point où on m'appelle au téléphone pour me demander qu'est-ce que la barre URL et comment on fait pour chercher sur Google. Donc, c'est ça aussi qu'il faut réaliser dans la transformation digitale, c'est que malheureusement, en fait, ça aurait déjà dû être commencé 10 ans plus tôt, parce que c'est absurde de mettre des ordinateurs partout, qui sont en plus des vieux ordis, c'est pas des trucs, des portables, c'est des avec la tour de contrôle, là, avec Windows 2002, ou je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment pas du tout adapté, en plus, pour une vraie transfo digitale, où tu as de la plateforme client, du back-office, ce genre de choses. Donc, en fait, l'état actuel, je peux parler vraiment, encore une fois, que du service public. Moi, je pense que c'est assez représentatif des enjeux, quelque part. Tu vois, enfin, déjà, ce que tu décris là montre bien un peu, je sais pas, l'héritage déjà qui se traîne, et quelque part, comment ça freine aussi, peut-être, cette transformation. Et juste quand tu dis public, par exemple, c'est, je sais pas, des mairies, des institutions. Alors moi, j'ai travaillé principalement pour l'Agence nationale de l'habitat, qui donne des subventions en fait pour aider les gens à mieux isoler leur maison, ce genre de choses. Ouais. Donc c'est en plus quelque chose d'extrêmement important pour la société. Et donc la transfo digitale, en fait, elle doit s'entamer bien plus tôt que créer une plateforme de service, en fait. Parce que c'était la mode aussi des plateformes de service à l'époque. Donc, tous les ministères voulaient leur plateforme du service. Et l'ANA, ça dépend du ministère du Logement. Et donc, il y a eu énormément de transformations digitales à cette époque-là. Mais sur des terrains qui n'étaient pas du tout fertiles à avoir ces grands plans de changement. Parce qu'en fait, juste, on recevait un mail, on l'imprime et on le rescanne, quoi. Ouais. Non, mais ça me fait rire parce que nous, on a le cas encore avec des gens qu'on forme aux outils no-code et on voit ça, des fichiers Excel imprimés, modifiés, puis scannés, etc. Donc, voilà. C'est encore le cas, et ça concerne pas que le secteur public. Mais c'est intéressant. Donc, finalement, c'est beaucoup la question de l'outillage, j'ai l'impression. Enfin, parce que, par exemple, quand tu parles en fait, il y a un peu deux niveaux, quoi. C'est-à-dire, l'État, ou je ne sais pas qui d'ailleurs prend les décisions, veut mettre en place par exemple des plateformes. Ça, j'imagine, c'est des plateformes numériques qui sont censées remplacer peut-être des process papier, des trucs comme ça. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'aussi, en fait, il y a un problème même avant déjà de culture des gens. Et est-ce que ce problème-là, est-ce qu'il est adressé aussi, mal adressé, Moi, je trouve qu'il est mal adressé parce que on ne peut pas attendre en fait de tout un service d'agents de se mettre à fond sur une plateforme digitale pour répondre à des dossiers en digital quand ils ont un ordi qui est lent, ils n'ont pas le Wi-Fi, donc c'est une espèce de câble Ethernet à l'ancienne dans des bureaux en préfabriqué. Enfin, à un moment donné, je comprends que ça soit lent la transformation digitale parce que juste les fondations sont pas solides. Ouais. Et bon dans tout le digital, il faut quand même des fondations solides pour que ça marche par-dessus. Sinon, ça rajoute juste une couche, quoi. Franchement, c'est hyper intéressant. Enfin, je pense qu'on ne parle pas d'ailleurs assez de ces sujets. On ne vient pas assez, je pense, assez à la base de la problématique. Qu'est-ce que c'est, toi, un peu les choses que tu vois? J'imagine qu'il y a des formations. Enfin, tu es un peu dans les solutions à ça. Est-ce que tu as vu des choses quand même qui étaient mises en œuvre, qui allaient un peu dans le bon sens? Est-ce que... Oui, pour pas faire non plus un bien sûr, non. Mais... Moi, j'ai formé pas mal de gens déjà à utiliser les outils, juste des petits hacks, des petits trucs un peu sympas, faciles, que moi, ils me paraissent évidents, évidemment. Donc, j'ai formé les gens par rapport à ça. Il faut aussi beaucoup rassurer parce qu'il y a un peu cette méconnaissance de à quoi sert la technologie, à nous remplacer. Généralement, c'est quand même la première peur des gens. Donc, il faut aussi rassurer sur le fait que
ça remplace finalement que ce qui est remplaçable. Et ce qui est remplaçable, c'est généralement pas le plus intéressant quand même. Voilà. Mais c'est vrai que le digital remet en question beaucoup de métiers, en fait, justement d'agents, de vérification de dossiers, ce genre de choses. Parce que ils ont trop peur que un algo puisse le faire à leur place, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un vrai aussi, au-delà un peu, on va dire, des résistances un peu psychologiques, ou je sais pas, ces trucs de comprendre un peu. Il y a aussi tout un sujet de conduite du changement, j'imagine. Bien sûr, ça prend énormément de temps. Et en fait, ce qui est compliqué aussi dans ces missions de conseil, c'est que c'est timé. C'est-à-dire, pour tel budget, tu dois sortir tel produit en tant de temps. Point. Donc, en fait, tu as quand même zéro marge de flexibilité. Peut-être que ça marcherait beaucoup mieux de sortir moins de choses ou de les sortir en plus de temps. Donc, quand je dis sortir des choses, c'est sortir des features sur la plateforme. Je ne sais même pas comment on dit ça en français. Des fonctionnalités. Des fonctionnalités sur la plateforme numérique. Donc, peut-être qu'il faudrait sortir une plateforme numérique qui est moins puissante, qui est moins grande, qui propose moins de choses, mais où, en fait, tout le monde est à l'aise dessus. Ouais. Mais après, c'est pas comme ça que fonctionne le business du conseil. Donc, en fait, il y a un moment donné où on se heurte à des choses illogiques, mais entre ce que veulent les ministères, ce que vendent le conseil et ce que veulent les gens à l'intérieur du ministère ou les utilisateurs, il y a des gros conflits d'intérêts, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas justement un peu ce truc, j'ai eu l'occasion des fois pour le coup de poser cette question quand j'avais l'occasion sur le podcast à des gens justement qui étaient un peu dans le conseil, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, pour moi, tu vois, là ce que tu dis, moi ça me fait penser d'avoir une démarche plus lean, plus comme on l'évoque souvent dans les startups, plus le côté agile, on livre des petits, vraiment les fonctionnalités minimales, puis on itère, etc. Est-ce que ça, c'est pas un peu antinomique avec la nécessité de facturer des jours, des cabinets de conseil, etc. Et aussi peut-être, même on va mettre aussi le truc un peu de l'autre côté, les enjeux un peu de communication, peut-être des ministères, qui en fait aboutissent toujours, moi de ce que je vois, à créer des espèces de monstres tout le temps qui prennent des années à être mis en œuvre. À la fin, on a tous entendu plein d'histoires comme ça de budgets publics qui sont dépensés et à la fin, tu as un outil qui est utilisé par 3 personnes, quoi. C'est un peu le questionnement du moment, d'ailleurs. Oui, en plus, effectivement. Écoute, honnêtement, je pense que c'est pas une fatalité, mais aujourd'hui, je pense que oui, il y a un problème à ce niveau-là. On n'arrive pas à trouver une bonne convergence. Alors, encore, moi, je suis partie il y a 3 ans, donc ça a peut-être évolué grandement. Honnêtement, je ne saurais pas répondre. Aujourd'hui, tu as du conseil. Je pense aussi qu'il y a plein de petits cabinets de conseil qui ont la capacité de faire les choses de façon beaucoup plus agile. D'ailleurs, la stratégie des gros cabinets de conseil, c'est de racheter un paquet d'agences, soit de design, soit de produits, soit qui sont très agiles dans leur mode de fonctionnement. Nous, ça avait commencé quand j'étais chez Capgemini, un peu avant que je parte. Et donc, je pense que ça peut quand même évoluer dans le bon sens. Il n'y a pas de raison pour moi, il n'y a pas de fatalité absolue au fait de facturer des jours et de pouvoir sortir quelque chose d'agile. Parce que, au final, le freelancing, c'est quand même facturation à la journée et on arrive à quand même à très bien travailler. Donc, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Mais, après, c'est le but, c'est pas non plus forcément. Mais je suis curieux toujours un peu d'aborder ce sujet quand j'ai l'occasion, parce que en fait, tout ça, forcément, après, ça fait écho. Plus pour en venir au sujet des outils no-code. Et du coup, peut-être, tu vois, pour finir un peu sur ce sujet-là, avant de passer à WeMaintain, mais un peu, toi, quelle est ta vision maintenant, un peu peut-être en rétrospective. Déjà, je sais pas, est-ce que à l'époque, tu utilisais des outils no-code? Est-ce qu'il y avait un peu ce truc-là? Parce que tu vois, moi, c'est ça le truc que je me dis, c'est que des fois, moi, j'ai vu des projets qui étaient développés, qui auraient été tellement plus facilement faits avec des outils no-code. Et en fait, des fois, j'en suis venu à me dire, mais en fait, ces boîtes-là, elles n'ont pas intérêt à utiliser des outils no-code parce que limite, ça va trop vite, quoi. Alors après, j'idéalise un peu, évidemment, les outils no-code, puis il y a d'autres enjeux, mais... Je pense qu'elles ne connaissent pas. Oui, c'est peut-être ça, déjà. En fait, non, mais sincèrement, je pense qu'il y a aussi une explosion drastique du no-code là, les 3 dernières années. Mais effectivement, moi, quand j'étais chez Capgemini, il y avait Airtable qui était quand même un peu bien connu. Moi, je connaissais pas, mais je connaissais juste aucun de ces outils-là, quoi. C'était juste, tu savais faire des bonnes formules Excel, déjà, ça te facilitait grandement la vie et t'étais hyper content. J'ai fait, 100 fois le même PowerPoint, c'est sûr. Ouais. Je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. Donc, bien sûr, oui, il y a des projets qu'on aurait pu faire complètement en no-code. Je pense déjà il y a vraiment une méconnaissance du sujet parce que ça coûterait moins cher aussi à la boîte de conseil de faire en no-code, très clairement.
Et ensuite, c'était la mode aussi des teams agiles, des grosses plateformes de services. Exactement. Je pense pas que ça soit des boîtes très en avance sur leur temps en termes de digital, pas très visionnaires. Je pense que ce sont des boîtes qui surfent sur la vague. Et parce que leurs clients, en fait, ils veulent ce qu'à la mode. Et donc, maintenant, sûrement que les clients connaissent plus le no-code. Ils veulent le truc en no-code. C'est sûr que les boîtes de conseil vont se mettre au no-code. Là-dessus, il n'y a pas de... Oui, après, c'est ça, c'est la demande des clients qui drive. Mais tu vois, par exemple, ce que tu dis quand tu dis, toi, tu as fait plein de fois des PowerPoint et tout. Moi, j'ai l'impression que justement, on doit arriver à sortir de ce truc-là et qu'en fait, maintenant, on n'a même plus besoin de faire des PowerPoint. J'exagère un peu, mais tu peux faire déjà un prototype directement, tu vois, de ce que tu veux montrer à ton client avec un outil, un peu construire le cahier des charges, quoi, quelque part. Un peu. Non, bien sûr. Après, il faut vraiment éduquer les clients parce que les clients ont du mal quand même à se projeter. Donc, par exemple, sur des wireframes, donc, qui est juste le contour quoi, des blocs qu'il y aura sur ta page web, les gens ont beaucoup de mal à se projeter, en fait. Ils ont quand même envie d'avoir un peu du rêve, entre guillemets, quoi. Donc, c'est un peu difficile. Là, en plus, en fait, en disant ça, je rentre moi-même un peu dans cet écueil de tout de suite aller dans les outils, alors que c'était un peu le point aussi que je voulais aborder avec toi, c'est un peu cette notion aussi de process, etc. Et un peu OK, d'abord, regardons ce qu'on doit numériser, comment le numériser, quels sont un peu cartographier tout ça. J'imagine que ça, du coup, tu as eu beaucoup à le faire. Tu as deux gros types de projets, en fait, dans la transfo digitale. Tu vas avoir les projets type joli site web, un peu vitrine, qui là, ne demandent pas forcément une histoire de process, c'est plus une histoire de contenu. Donc, il faut quand même réussir à faire créer du contenu aux gens. Et les outils, donc par exemple l'outil pour remplir les demandes de subvention, où là, c'est en fait, il faut tout repenser derrière. Il faut repenser l'entièreté des process derrière. Un exemple tout bête, mais les dossiers qui étaient en retard, ils allaient dans la pile à droite du bureau de la chef. Ok, maintenant les dossiers qui sont en retard, ils vont où ? Et en fait, c'est question bête, mais ils vont où ? Parce qu'il n'y a plus rien dans la pile à droite du bureau. Comment je sais que les dossiers sont en retard ? Non, mais penser chaque action. Et toi, par exemple, du coup, comment ça se passe cette partie de comprendre les process, tu vois, de voir physiquement ces piles à droite, à gauche, etc. C'est des interviews, c'est beaucoup d'interviews, c'est regarder un peu chaque action, comment c'est fait, qu'est-ce qui est important, qui regarde quoi réellement, comment tu classes, qu'est-ce qui est important pour toi dans le classement. Et réussir en fait à transposer cette vie physique en une vie qui est numérique et faire switcher le cerveau, faire basculer ok, je le vois là sur le bureau, je l'ai dans la main, il faut que j'imagine trouver où est le bureau des dossiers en retard dans ma tête et donc dans la plateforme quoi. Le représenter, voilà, c'est ça. C'est hyper intéressant. Et pour ça, j'imagine aussi, tu as fait, toutes sortes d'ateliers, des choses comme ça. À l'époque, je faisais pas mal, effectivement, de facilitation, d'ateliers d'idéation, ce genre de choses, avec beaucoup des post-it, des ateliers pour un peu briser la glace, ce genre de choses. C'est quand même des techniques qui marchent hyper bien, même honnêtement avec les groupes les plus récalcitrants, ça marche super bien, parce que je pense qu'ils se rendent compte qu'on leur demande pas souvent leur avis comme ça. On est surtout en France quand même dans un pays très hiérarchique dans la manière de fonctionner dans les entreprises, et donc ça fonctionne quand même toujours super bien et ça permet de sortir des trucs incroyables. Les gens aussi sont partout, mais pas mal en France aussi, je pense, très réticents au changement. Le fait de les impliquer dans le changement, peut-être aussi, sont un peu impliqués, doit aider un peu derrière. Bien sûr, ça change tout. Mais ça, c'est intéressant aussi parce qu'encore une fois, ça, pour le coup, outil no-code ou dev ou n'importe quoi, ça changera en fait. C'est cette phase en amont, tu vois, je trouve, dont on parle assez peu, dont je vois les gens assez peu parler dans la communauté no-code. Et j'ai toujours envie un peu d'attirer un peu l'attention là-dessus aussi, des gens qui se lancent et tout, qui veulent devenir consultant Airtable, consultant Zapier, etc. Il faut savoir, je pense, aussi faire un petit peu toutes ces choses-là, quoi. Oui, je pense que la qualité première... quand tu fais du produit, du no-code, peu importe en fait, que tu veux numériser des choses, c'est de comprendre réellement ce qui se passe et pourquoi les gens font ça. Et pas juste dire, mais c'est absurde, pourquoi tu imprimes un PDF pour le modifier et le rescanner. Non, il faut comprendre pourquoi les gens font ça. Il faut comprendre d'où ça vient pour réussir à transposer dans quelque chose qui va leur convenir. Parce que
tout ce qui est digital, c'est hyper personnel. C'est pour ça que d'ailleurs tous les outils proposent de faire ta vue personnalisée. Tu vois les colonnes selon toi, tu veux voir les colonnes. Parce que personne n'a le même carnet de notes. Personne. Et ça, il faut le comprendre. Et je pense qu'effectivement, c'est la base de toute transfo digitale. Ouais, non, c'est hyper intéressant. J'ai perdu ma pensée, mais ouais, non, mais tu fais bien d'insister sur ces points-là. Bon, tant pis, je me souviens plus ce que je voulais dire, donc c'est pas grave, on va continuer, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Donc, tu as été un peu frustré, j'ai l'impression, justement, de pas pouvoir peut-être mettre en œuvre tout ce que tu voulais, ce côté un peu grosse structure et tout. Ouais. Et donc, ça t'a amené donc à changer, venir plus dans une structure à taille humaine, WeMaintain. Tout à fait. Tu nous as dit un petit peu ce que ça faisait. Est-ce que donc on n'est pas dans une plateforme purement d'intermédiation? Non. C'est vraiment, on n'est pas dans le Uber des ascenseurs, quoi. Non. Non, mais je suppose je dois le dire, nous ne sommes pas le Uber des ascenseurs. Donc voilà, mais si tu veux juste, expliquer un petit peu plus. En plus, il y a des sujets intéressants aussi, un petit peu d'internet des objets. Je sais pas, votre activité un peu au quotidien pour arriver après sur toi ce que tu fais. Alors l'activité au quotidien, ça va vraiment être principalement déjà d'assurer la bonne maintenance de nos appareils, que ce soit ascenseur, escalator, peu importe. Là aujourd'hui on est sur 3 pays. On est donc à Londres aussi, à Singapour en plus d'être à Paris. Et on a un peu un modèle hybride où en France on a et des techniciens qui sont nos employés et des techniciens qui sont sous-traitants. Et donc notre objectif principal, c'est quand même vraiment ça, c'est de proposer un travail de qualité parce que tout simplement les concurrents, le principal problématique des clients, c'est ça, c'est que ça manque de qualité. Je pense que tout le monde a eu des problèmes d'ascenseur dans sa vie, c'est toujours un peu pénible. Ensuite, oui, on essaye évidemment d'ajouter un petit supplément d'âme avec l'IoT, l'Internet des objets. Donc c'est des boîtiers qu'on met sur l'ascenseur qui nous permet de capter des informations. Ça paraît toujours un peu trivial de capter des informations de quelque chose qui bouge, on se dit à quoi ça sert, mais nous, ça nous sert énormément à prévenir les problématiques. Par exemple, je sais pas, voir que la porte se ferme plus ou la porte se ferme trop vite. Ça peut limiter des accidents, ça peut nous prévenir en amont de la panne, en fait, tout simplement. Ouais, c'est collecter des données. On a en ce moment, il y a beaucoup de discours autour de ça parce qu'on est traqué toute la journée, on capte toutes nos données personnelles. Donc on a l'impression que tout de suite, c'est un truc mauvais, quoi. Moi, en tout cas, alors que fondamentalement, il y a plein de sujets où en fait, toutes ces données, elles vont permettre de pouvoir peut-être prédire un peu des incidents, en tout cas les anticiper les non, c'est clair. Et aussi, il y a un côté, moi j'avais fait une mission un peu, qui m'avait pas emballé plus que ça, mais chez De Richebourg, où il y avait autour des objets connectés. Et ils voulaient installer des objets connectés dans les toilettes, compter le nombre d'ouvertures des portes, pour savoir à quel moment envoyer la personne pour faire le ménage, quoi. En fait, ça paraît un peu con, quoi, parce qu'en fait, tu sais que eux, ils veulent le faire pour envoyer le moins souvent possible la femme de ménage. Mais quelque part, tu dis, il y a aussi potentiellement un peu d'économie d'échelle, peut y avoir des choses, je sais pas, utiliser moins d'eau. Il y a toujours un mauvais côté, un peu, puis il y a un bon côté, quoi. Là, nous, on a beaucoup de réflexions sur comment la collecte de la donnée des ascenseurs peut aider à diminuer la consommation d'énergie dans les bâtiments. Ouais. Parce qu'en fait, faire lever un ascenseur qui fait 1200 kilos, je ne sais pas combien de fois dans la journée, ça coûte hyper cher, en fait, en électricité. Et puis, surtout, parfois, ils se déplacent pour rien. Donc, on essaye de regarder un petit peu comment on peut aussi aider les propriétaires d'immeubles à peut-être mieux donner le bon prix en fonction de l'étage où tu t'installes aussi. Ouais. Parce que, c'est toujours la même question. On est au premier étage, on n'utilise jamais l'ascenseur, on doit payer un service d'ascenseur. Voilà, on essaye aussi de voir un peu ce qui est possible là-dessus. Aujourd'hui, c'est au stade vraiment de recherche et d'expérimentation, mais il y a, je pense, pas mal de choses, qui sont à prévoir là-dessus, notamment d'autant plus que le futur est vertical, quoi. On va quand même continuer à avoir des buildings de plus en plus hauts et donc on a besoin de plus en plus de régulation, de s'assurer que toute la maintenance elle est correctement faite. Donc on a quand même tout intérêt à essayer d'avoir quelque chose de connecté pour le rendre plus intelligent dans l'histoire des smart buildings. Ouais, c'est clair. Et alors ton rôle, toi, là-dedans, plus précisément? Alors mon rôle,
Peut-être les rôles que tu as occupés aussi, peut-être que puisque ça a évolué un peu. Ouais, voilà. Donc moi, je suis entrée chez WeMaintain pour gérer la relation entre nos sous-traitants techniciens et WeMaintain. Donc c'est un peu comprendre comment on fait pour travailler bien ensemble, pour transmettre les valeurs de WeMaintain aux techniciens, avoir les bons process, évidemment, les bons outils. Donc voilà, il y avait un petit côté de process, mais c'était déjà principalement pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. En fait, c'est nouveau, ça fait 1 an que ça existe, c'est un peu le bazar. Comment on en sort une collaboration solide, de confiance, voilà. Combien vous avez de techniciens au moment où tu es arrivé? Et peut-être combien 4. vous étiez aussi de salariés? Ok, d'accord. On avait 4 techniciens et on était 25, je crois. Ok, d'accord. Et c'était déjà compliqué, en fait, à gérer qui prend quelle panne, qui prend quel... à l'époque, on a que les ascenseurs. Qui prend quel ascenseur, dans quel quartier de l'Île-de-France. En fait, rien que ça, on était complètement dépassés. Aujourd'hui, ça paraît trop drôle. Parce que on a quand même bien grossi. Et donc voilà, moi, j'ai commencé là-dessus. Et en fait, petit à petit, moi, naturellement, j'ai vraiment une propension à optimiser tout ce que je fais. C'est vraiment un truc dans ma vie que je fais tout le temps, avant même de comprendre que la technologie m'aidait à ça. Donc voilà, j'ai commencé vraiment à faire ça. Et mine de rien, nous, on est quand même une boîte tech aussi dans l'âme. Très rapidement, en fait, j'ai été un petit peu onboardée sur des outils no-code, notamment Airtable, qui était mon premier amour. Et voilà, et petit à petit, en fait, j'ai commencé à processer plein de choses. Je te donne un exemple. On avait une liste avec tous les ascenseurs, évidemment, mais personne n'avait la même. Chacun avait un Excel qui n'était pas à jour. Classique, ouais. Le classique. Ouais. Et c'est vrai que ça paraît fou, en fait, quand tu t'es passé à des bases de données ou collaboratives. Voilà, collaboratives, exactement. Déjà, juste Google Sheets, déjà au moins. Bon, exactement, mais là, il y en avait un Google Sheet par mois. Enfin, personne n'avait vraiment l'info exacte. Et donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Et à un moment donné, on a eu petite galère sur la supply chain où en fait, on n'arrivait pas trop à gérer parce que justement, il n'y avait rien qui avait été bien optimisé. On n'avait pas de base de données centrale de notre stock. Faut que tu expliques supply chain. Ah oui, pardon. La supply chain, c'est la logistique. C'est le fait de gérer les pièces détachées des ascenseurs pour les réparer quand on en a besoin. Et donc, à l'époque, on était encore petit, donc ça n'avait pas tellement d'impact sur le business, mais on voyait bien que c'était compliqué à gérer en interne, ça embêtait tout le monde. Donc j'ai pris ce sujet là et j'ai tout mis en place sur un Airtable initialement, juste au moins pour avoir une base de données propre sur toutes les pièces que nous avons en stock, exactement, et que en fait les techniciens puissent nous faire des demandes de pièces détachées par des formulaires. C'était vraiment basique, très très basique. Mais il faut commencer par là. Et oui, voilà, c'est ça, il faut commencer quelque part. Tu vois, quelque part, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, justement, que vous ne faisiez pas forcément dans ton contexte plus de consultante, de transformation numérique, tu vois. Là, c'est vraiment commencer par un petit truc simple, mais déjà qui est numérique. Exactement, ouais. Et plus il y avait de demandes, plus il a fallu faire évoluer cet objet-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on est passé à Glide pour avoir vraiment une application où les techniciens pouvaient demander quelles pièces ils avaient besoin pour que nous, on les commande pour eux. Avant d'arriver là-dessus, peut-être j'ai une question très bête, mais j'ai aucune idée. On connaît tous Otis, la marque d'ascenseur. Mais est-ce qu'il y a des modèles d'ascenseurs? Est-ce que vous savez faire la maintenance de n'importe quel ascenseur? Ouais. Est-ce que pas comme une voiture. C'est standard? Est-ce que j'ai aucune idée, quoi, vraiment. En fait, l'ascenseur, c'est vraiment pas comme les voitures. C'est pas juste Renault peut réparer une Renault. Ils ont légalement le devoir de faire en sorte que tout le monde puisse réparer leurs ascenseurs. D'accord. Et souvent, en fait, il y a plusieurs marques dans un ascenseur. On va avoir la cabine qui est Otis, imaginons, et on peut à un moment donné changer des bouts de des bouts de je sais pas, de la porte ou j'en sais rien, parce qu'il faut moderniser, etc. Donc c'est possible qu'il y ait ou même plusieurs générations d'Otis dans un seul ascenseur, donc il faut que tout le monde puisse réparer, Ok, d'accord. et maintenir. Ok, parce que c'est important du coup forcément par rapport à la logistique. Oui, bien sûr, ouais. Enfin, ça doit aider du coup de la logistique, parce que vous, en plus, je suppose qu'il y a aussi, vous utilisez pas n'importe quelle pièce. Enfin, ça doit être un peu agréé ou je sais pas. Bien sûr, oui, on n'utilise que les pièces constructeurs. Voilà. Mais qui se vendent ailleurs que chez les constructeurs, quoi.
Pour le coup, c'est vraiment très libéral organisé, comme marché. Quoi. Ouais, voilà, d'accord. Et alors, justement, donc venons un peu peut-être un petit focus sur justement le travail des techniciens et comment ce que vous avez mis en place justement de manière un peu numérique pour les aider. Donc, ce que tu parlais d'une appli Glide qui leur permet de demander des pièces détachées. Voilà, en disant sur tel ascenseur, j'ai besoin de telle pièce pour tel sujet. Et donc, ils choisissent dans le catalogue, et s'il n'y a pas dans le catalogue, ils décrivent ce qu'ils veulent pour que nous, après, on aille la rechercher pour eux, quoi. Ok. Et donc, tu disais un peu la logistique, c'est surtout Airtable que vous utilisez. Enfin, quand je parle de la logistique, on va dire plus, tu as commencé un peu à l'évoquer, l'organisation de quel technicien va où et tout. Enfin, je suis un peu curieux de comprendre le process, tu vois, et comment ça fonctionne, ce pilotage-là, quoi. Oui, la logistique, on utilise encore un peu Airtable pour gérer les demandes, etc., même si on est quand même en train de tout sortir petit à petit. Par contre, pour l'organisation de la journée, en fait, tous nos techniciens sont autonomes, c'est-à-dire c'est eux qui choisissent où est-ce qu'ils vont faire leur maintenance. Ils ont des dates limites, en fait, pour faire une maintenance, et après, eux, ils choisissent. Mais tout ça, par contre, c'est vraiment dans une application qui a été développée par les développeurs de WeMaintain. D'accord. Donc, vous avez une équipe technique quand même. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas demandé. On a une grosse équipe technique qui développe tous les produits principaux, donc l'application, la plateforme client, où le client peut voir l'état de ses ascenseurs. On a aussi un back-office qui nous permet de voir toutes les remontées de ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle est bien dans les maintenances. Donc tout ça, c'est vraiment développé en interne par WeMaintain. Et ça, c'est fait en parallèle finalement par rapport au moment où tu es arrivé. Ouais, j'imagine. Tout à fait, c'est intéressant parce que du coup, je suppose que quand tu as 4 techniciens, tu n'as pas besoin d'avoir 10 devs qui développent une plateforme. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs combien vous avez de devs, mais est-ce que tu vois, ou alors est-ce que il y avait déjà la vision de toute façon qu'il fallait passer à l'échelle sur le nombre de techniciens, et donc en parallèle on développe. Enfin, comment ça s'est passé un peu? En fait, on a quand même toujours eu la vision que nous on voulait offrir une expérience hyper agréable aux clients, de confiance, où ils se sentent vraiment pris en main, sécurisés, etc. On avait toujours aussi la vision qu'on passerait au building entier et pas que à l'ascenseur. Ouais, donc dès le début, en fait, on a eu, on n'est peut-être pas 10 devs à l'époque, je pourrais plus te dire combien on avait de devs, mais dès le début, on avait une équipe technique, une équipe produit, pour développer justement toute l'application, toute la plateforme client, etc. Le no-code est arrivé un peu en mode tampon sur tout ce qu'on n'avait pas le temps du tout de prioriser en dev, parce que la croissance était quand même toujours très forte. Donc voilà, le no-code est arrivé un peu comme ça, pour faire un peu tampon entre deux petites périodes, le temps qu'on puisse faire passer des choses en dev pour les gros projets en tout cas. Non, mais c'est intéressant parce que finalement c'est assez classique, quoi. Enfin, c'est là où on voit que WeMaintain a vraiment un ADN technique. T'es vraiment start-up et on va passer à l'échelle grâce à la technique, enfin aussi aux devs, etc. Mais les devs, enfin le produit, les devs qui sont focus sur le produit n'ont pas forcément le temps de s'occuper de plus petits outils, d'expérimentation, peut-être de choses dont toi tu vas avoir besoin. C'est ça. Pas les défocus du produit, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et le truc intéressant, et aujourd'hui c'est partie vraiment de mon job actuel, c'est aussi d'expérimenter des nouveaux comportements. Donc je te donne un exemple. On a des experts techniques qui aident les techniciens quand il y a des problèmes techniques. Et en fait, les techniciens font une demande en mode « Hey, j'aimerais bien qu'un expert voit mon ascenseur ». Et on avait un peu un problème pour dispatcher ces tâches-là, ça prenait un temps fou à tout le monde. Et les experts m'ont juste dit « Mais en fait, est-ce qu'on peut pas recevoir les demandes et nous, on se débrouille entre nous et on choisit ?» Pour être plus autonome, quoi. Bon, ça, c'est un truc qui m'a pris, 3 heures à faire, même pas, c'est pas très compliqué. Via Airtable, toujours. Et en fait, c'est utilisé tous les jours. 8 fois par jour. Ouais. Et ils adorent ce truc et ça a permis vraiment de les rendre beaucoup plus autonomes et ils sont hyper contents. Ça, en fait, on n'allait pas mettre effectivement de développeurs pour sortir une fonctionnalité hyper complexe alors qu'on savait même pas si au final vraiment on allait l'utiliser. Donc ça sert beaucoup à ça chez nous, à expérimenter aussi des nouveaux comportements. Nos équipes, quand même, elles grossissent vite, donc il y a plein de choses qui sont pas du tout figées. Et tu vois, aujourd'hui ça marche. Peut-être que dans 6 mois, on se dira non, mais on peut plus du tout fonctionner comme ça. Ouais.
Ouais, et puis peut-être vous le ferez développer, peut-être entre-temps vous vous serez rendu compte que c'est un peu d'une autre manière. Exactement. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que ça fait plusieurs épisodes que j'observe un peu aussi ce truc-là d'utiliser les outils no-code pour, comme tu disais, un peu faire tampon, mais aussi pour, je sais pas si innover c'est le bon mot, mais tester en tout cas des choses, quitte après à les faire développer ou les abandonner ou que ça reste comme ça, quoi. T'as un peu les trois. Ouais, c'est exactement ça. Et est-ce que tu as d'autres exemples un peu dans ce... Par exemple, quelque chose qui a été développé, parfois on a des appareils qui sont dits à l'arrêt, et on voulait vraiment avoir cette liste un peu au quotidien, tous les jours, quoi. Et donc au début, c'était les operation managers, donc c'est les personnes qui gèrent le service client, qui remplissaient donc cette liste tous les jours et tous les soirs avec un scénario intégromat que tu dois connaître aussi. Et ça sortait sur notre Slack pour que tout le monde puisse avoir l'information, etc. Ça a été testé pendant quelques mois et on s'est rendu compte que tout le monde voulait quand même avoir un petit peu cette information, que c'était quand même intéressant, et au final ça a été développé derrière dans notre plateforme. Okay. Donc il y a plein de choses en fait comme ça effectivement qui passent dès que on peut, qui passent dans notre core stack, on appelle ça, dans nos outils développés en interne, quoi. Ok. J'ai voulu te demander, mais combien vous êtes déjà maintenant de salariés et aussi de techniciens, du coup Là, en salariés, on doit être 140, je pense, sur les 3 pays. Et en technicien, une trentaine, je pense, maintenant. Pour avoir un peu un ordre d'idée, justement, de ce scale. Ouais, on doit avoir une 30-35. Du coup, il y a une question, il y a un truc que j'aimerais bien comprendre, parce que j'ai vu ce terme revenir plusieurs fois, c'est revenu ops. Revenue, je sais pas comment on prononce à l'anglaise. Voilà. Mais en fait, l'idée de cette équipe que j'ai lancée officiellement en septembre, c'était un peu de rendre visible et officiel ce que je faisais un peu dans l'ombre. C'est-à-dire qu'à la base, mon job, ça n'avait rien à voir avec le digital, le fait de créer des produits no-code ou de tester des choses un peu innovantes avec les équipes. C'est venu comme ça parce qu'il y avait des besoins, que j'adorais faire ça, et que voilà, j'ai eu aussi carte blanche des fondateurs pour tester ça, et ça c'est aussi hyper bien, quoi. Ça permet quand même d'avoir un bon ADN de droit à l'erreur, et donc en fait moi j'ai voulu vraiment essayer de rendre la chose un peu plus solide, un peu plus officielle, pour qu'on puisse commencer à le faire sur tous les pays. Parce qu'en fait, moi, là-bas, je le faisais que sur un bout, en France, et ça a quand même bien fonctionné, quoi, pour l'équipe logistique. Donc l'idée, c'était ça. Pourquoi Revenue ? Parce qu'il fallait quand même déjà se focus que sur un bout du business et pas sur toutes les équipes partout. Enfin, ça devient à peu près un peu trop des monstres après de vouloir tout gérer d'un coup. Donc l'idée de Revenue, c'était vraiment de se concentrer sur les équipes qui ont des opérations, donc probablement des tâches manuelles à un moment donné à effectuer, et qui génèrent du revenu ou qui coûtent beaucoup d'argent. Donc dedans, ça prend évidemment les commerciaux, les opérations et la supply chain. Le but étant plus de un peu aider quand il y a des petites choses qu'on peut améliorer. Les gros projets, ça reste évidemment la tech et au produit, parce que le but, c'est quand même de passer à l'échelle de façon le plus solide possible. Mais dès qu'il y a des petites choses qu'on peut un petit peu améliorer, des process à revoir ou aider à donner un peu de data dans la stratégie, par exemple des sales là en ce moment, voilà, moi je sers un petit peu à ça. Maintenant on est 2 dans l'équipe. J'accompagne un peu ces équipes-là à voir un peu au-delà de leur périmètre à eux. Et comment tu vois un peu que justement la question des ops va passer à l'échelle, tu vois, parce que moi maintenant j'ai observé vraiment que tout, quoi, sales ops, RH ops, design ops même, j'ai fait un épisode là-dessus, franchement c'était hyper intéressant. Après c'est une question de taille aussi de la boîte évidemment, bien sûr, de taille de chaque équipe, mais où vous en êtes un peu vous de manière un peu transverse, et puis où est-ce que ça doit aller, tu penses ? Je pense qu'on en est au début vraiment. Je pense que c'est pas encore hyper acté comment on veut grandir dans ces choses-là. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'évangélisation aussi à faire sur
qu'est-ce que ça peut faire en fait, comment ça peut aider ces jobs-là au quotidien. Au final, en vrai, c'est un job de conseil. Hein. Enfin, on revient quelque part, au premier amour, tu vois. C'est juste d'apporter en fait cette vision externe et cette compréhension des process, du fonctionnement pour trouver une amélioration que quand t'es la tête dans le guidon, tu ne peux pas trouver. Et donc, il y a encore un peu besoin, je pense, d'évangélisation. Après, là, ça marche super bien. Enfin, il n'y a pas de réticence du tout. On est hyper content pour le coup. On est très focalisé sur la sur l'implémentation de Salesforce. Donc, ça prend beaucoup de temps. Ouais, j'imagine. Ouais. Toi, tu participes à ça, du coup aussi ? Ouais, on a une SalesOps qui vient d'arriver, donc qui va reprendre petit à petit ces sujets-là. Et moi, je vais pouvoir me reconcentrer un peu aussi sur la logistique, où il y a encore pas mal de process à optimiser entre tous les pays. Parce que c'est ça aussi qui devient compliqué quand on commence vraiment à passer à l'échelle, c'est l'internationalisation. Donc, bien sûr, il y a des beaux sujets encore. Ouais, mais c'est là aussi où il y a un vrai besoin de processiser, presque faire peut-être, je sais pas, un espèce de playbook, quoi. Je sais pas si il y a un mot en français d'ailleurs pour dire ça, mais une espèce de guide quelque part. Hop, si vous devez ouvrir un nouveau pays, est-ce que... Bien sûr, et c'est ça les vraies questions stratégiques aussi, c'est est-ce qu'on veut les mêmes opérations dans tous les pays ou pas ? Est-ce qu'on veut la même façon de vendre dans tous les pays ou pas ? Est-ce que c'est possible d'ailleurs ? Parce que des fois, tu as des différences culturelles, des choses comme ça. Exactement, ouais. Donc moi, j'essaie de faire un peu tampon entre vraiment... donc on a une équipe de développeurs qui bosse sur Salesforce et les équipes sales pour essayer de trouver comment on traduit au mieux le besoin, l'envie dans un outil digital j'imagine. Sans créer une usine à gaz, quoi. Ouais. Est-ce que, moi je connais pas du tout Salesforce pour le coup, est-ce que c'est possible de pas faire une usine à gaz dans Salesforce ? Est-ce que c'est... Ouais, moi j'y crois. Ouais. Non, mais vraiment, je pense vraiment que c'est possible en vrai. Je pense que c'est totalement possible. Mais c'est comme tout, il faut mettre de l'énergie dedans. Ouais. Il faut se réfréner à ne pas créer de nouvelles fonctionnalités tous les 4 matins. Ouais. Même si l'outil t'offre la possibilité, peut-être. Mais comme un Airtable, en fait. Hein. Ouais. Franchement. Ouais, mais j'ai l'impression que Salesforce peut faire tellement de choses potentiellement que peut y avoir cette tentation. Ouais. Et puis encore une fois, bon, après je vais arrêter de taper sur les consultants, mais moi j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup ce truc des agences qui t'accompagnent, enfin tu vois les boîtes qui t'accompagnent à mettre du Salesforce, qui te vendent des trucs, on n'a pas besoin, quoi. Ce qui est d'ailleurs peut-être pas votre approche du coup, de ce que je comprends. Non, nous on a tout fait en interne pour le coup. Ouais, donc, mais oui, bien sûr. En vrai, une grosse partie de mon job, c'est de me demander tous les 3 jours, ok, je prends du recul. À quoi ça ressemble notre Salesforce aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça a du sens ? Ouais. Est-ce que ça répond vraiment aux besoins ? Est-ce que l'adoption, elle est là ? Est-ce que le design est correct ? Ça fait vraiment partie de mon quotidien, justement, de réussir à prendre ce recul sur tous les outils que j'ai pu créer, d'ailleurs. Honnêtement, je pense que c'est hyper important, quel que soit le type d'outil. Mais disons, quand tu fais du no-code ou des choses qui sont moins longues à produire, par définition, tu mets un peu moins non plus de préparation que voilà, t'as moins de phases de design, Figma, etc. Bien sûr, ouais. T'as les contraintes de l'outil aussi des fois. T'as les contraintes de l'outil aussi qui fait que tu peux pas faire tout ce que tu veux. Exactement, ouais. C'est qui est bien et pas bien, quoi. Mais... Exactement, ce qui est bien et pas bien. Mais du coup, je pense que c'est indispensable à un moment donné de te reposer dessus et de te dire bon, ok, qu'est-ce qu'on en pense maintenant 3 mois plus tard. Ouais, non, carrément. Non, c'est hyper intéressant. Est-ce que il y a d'autres outils qu'on n'aurait pas évoqués, peut-être plus vraiment côté no-code que vous utilisez? Donc tu parlais d'Integromat. Mais... Ouais, Integromat, Zapier évidemment, très utilisé. J'utilisais les deux. Ouais, ça dépend l'utilisation en fait. Ok. Ouais. J'ai mes petites préférences pour. Non, mais moi j'adore Zapier, donc ça me choque pas, hein, mais c'est vrai qu'en France on voit une grosse tendance quand même à aller plutôt sur Integromat, aussi par rapport aux tarifs, etc. Mais je suis toujours content aussi de voir des gens qui utilisent aussi Zapier, quoi. Moi je préfère Integromat, je trouve que pour des choses plus poussées, t'as quand même vraiment beaucoup plus de possibilités. Et pour le coup, après avoir fait Wagon, donc j'ai compris la logique de code.
Integromat, c'est vraiment basé sur une logique de code. C'est clair. Et j'ai l'impression que la magie vient de s'ouvrir à moi, quoi. Ouais. Là, d'avoir eu en plus cette petite vision code en plus, c'est incroyable. Donc j'ai une petite préférence pour Integromat, mais c'est vrai que la plupart des choses que j'ai fait sont quand même sur Zapier, parce que pour tout ce qui est de la notification, Zapier, c'est quand même hyper facile, quoi. En fait, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que en fait, là, on est en train de finaliser notre formation débutant pour Make, donc Integromat. Oui, c'est vrai. Et en fait, les difficultés, c'est d'expliquer les bundles, les arrêts, tout ça. Et en fait, tout ça, c'est des notions de code. Et en fait, là, je suis en train de me rendre compte que peut-être on est tellement à essayer d'éviter toutes les références au code qu'en fait, peut-être qu'en fait, on devrait embrasser ça quelque part. Parce que c'est vrai qu'Integromat, ce qui le rend puissant, c'est le fait que ça ressemble un peu au code. Et notamment aussi que ça se calque beaucoup sur les API, les standards REST, etc. Et c'est ça qui le rend moins accessible aussi, quoi, quelque part. Et c'est un espèce de truc où, en fait, on devrait juste assumer ça, quoi. Et c'est pas grave, quoi. Mais se dire, ouais, on va donner un peu des notions de code aux gens. En tout cas, je pense qu'il manque un vrai contenu aujourd'hui concernant Integromat sur comment comprendre cet outil, en fait. Ouais. Parce que pour faire des choses assez simples, encore une fois, tu reçois de l'information, t'envoies un mail qui t'archive quelque chose dans un Google Drive ou quoi. Ok, pas de souci, tu peux tout. Et c'est dommage d'utiliser Integromat pour ça. En fait. Dans ce cas-là, on peut utiliser Zapier, c'est tout aussi bien. Ouais. Par contre, pour faire des choses où effectivement tu vas avoir donc des collections d'images, donc ça s'appelle des arrays, des choses beaucoup plus complexes avec des gestions des erreurs, etc. Ouais, je pense qu'Integromat, c'est tellement plus puissant et tellement plus adapté. Par contre, ça nécessite quand même de comprendre une logique de code. Et moi, franchement, je ne savais pas avant d'apprendre un peu à coder. Je ne savais absolument pas que c'était si lié à la logique de code. Et d'ailleurs, ça m'a fait revoir toutes mes architectures de code en me disant, mais je comprends les erreurs que j'avais en fait maintenant. Alors qu'avant, j'y allais à tâtons. Et c'est vrai que je pense qu'il manque quelque chose, un contenu qui explique ok, en fait, les bases de code, c'est ça, les objets, c'est ça. Ouais, non, mais. Et Integromat, ça se base comme ça, en fait. Tu viens de me faire une grande révélation. Je pense que je t'enverrai, dès que notre formation sera finalisée, je te l'enverrai. Carrément. Non, mais c'est. Je Plaisir. ne vais pas trop digresser, mais parce que. Mais là, on est en train de faire une bêta-test sur cette formation. On a eu des retours qui n'étaient pas très bons. Et je pense que c'est exactement à cause de ça, en fait. Franchement, et là, ça me donne une idée. Je vois comment on peut un peu sauver ça. Pour moi, il y a un truc, c'est-à-dire que comprendre la logique du code ne veut pas dire apprendre à coder. Mais je suis une partisane à mort du no-code, mais je pense que c'est intéressant d'avoir une idée au minimum de une logique de code. Bien sûr. Non, mais tu vois, j'ai fait en même temps, on est en train de finaliser une formation sur les API. Bah là, pour le coup, voilà, on a complètement embrassé ça et c'est vraiment l'objet de la formation, c'est de partager aux gens qui ne sont pas techniques un petit peu les fondamentaux, ce que c'est une API, le langage JSON, etc. Parce que sans ça, tu peux pas, tu peux pas comprendre en fait. À un moment, il y a des choses, c'est pas grave, il faut les comprendre. Et justement, les outils no-code te permettent de mettre ça en pratique. Donc voilà, mais justement, passons peut-être petit dernier sujet, petite dernière partie avant de finir sur le wagon. Ouais. Parce que du coup, c'est la transition parfaite. Merci. Pourquoi est-ce que tu as fait le wagon, du coup, si c'est pas indiscret comme question Parce que tu viens tout juste de finir, là, au moment où on enregistre. C'est ça, tu as fini la semaine dernière ou la semaine d'avant. J'ai fini mes examens la semaine dernière. Okay. Pourquoi j'ai fait le wagon Donc, j'ai vraiment commencé le projet d'intégration de Salesforce en septembre. Et en fait, le plus je me lançais quand même dans tous ces outils numériques, no-code, le plus je commençais à faire des trucs parfois un peu complexes. Et en plus, maintenant, devoir aider à l'implémentation de Salesforce et probablement peut-être de RP par la suite. Enfin, bref. Ça me manquait énormément, en fait, de comprendre juste les vrais rouages de comment on développe quelque chose. Parce que, mine de rien, Salesforce, quand bien même il y a une grosse partie de no-code à l'intérieur, tu as quand même une grosse partie de ce qu'on appelle de custom, donc de développement. Et donc, ça me manquait, en fait, de ne pas comprendre comment ça fonctionnait. J'avais envie vraiment de comprendre le cœur du réacteur et de comprendre la genèse de ces outils no-code, en fait, parce que je commençais vraiment à voir une limitation à mes progrès et j'arrivais pas à trouver
de formation en fait qui répondent à ce besoin-là. En fait. Ouais. Parce que je me rendais bien compte que c'était juste une histoire de syntaxe, c'est que je comprenais pas de quoi on me parlait. Par exemple, dans Intégromat, on te parle d'expression régulière. Bon, voilà, impossible de savoir ce qu'est une expression régulière. Ouais. Enfin, si t'as pas fait des minimums de code, quoi. Bien sûr, ouais. Bah oui, non, mais ça, je le vois bien dans la communauté no-code. Enfin, moi, je suis dev à la base, hein, donc pour moi, moi, j'adore les expressions régulières, tu vois. Je suis vraiment très très nerd de dire ça, mais j'assume, c'est pas grave. Mon Dieu. Et je vois bien que c'est dommage parce que les gens sont vachement limités, alors que c'est un outil hyper puissant et faut pas tout comprendre, quoi. Enfin, pas besoin d'aller trop loin, mais tu peux utiliser ça dans Airtable, dans Zapier, dans Integromat. C'est partout, en fait. Ouais, bah, je viens de découvrir ça, moi. Tu vois. Bah, écoute. Je trouve ça fou et je pense que tu te compliques beaucoup la vie aussi, parfois en no-code. Juste parce que tu connais pas des trucs assez basiques de code, quoi. Bien sûr, ouais. Non, mais t'as tout à fait raison. Non, mais il faut que j'ai dans ma to-do list depuis très longtemps de faire une vidéo sur les expressions régulières. Ah bah ouais. Je vais finir par y arriver. C'est génial. Et en plus, on voit bien quand même que tous les outils no-code le pensent bien parce que c'est possible de les utiliser. Donc les outils no-code ont bien pensé qu'il y avait quand même des trucs de code dedans. Et quand on voit là que Airtable permet maintenant, quand tu fais des formules, de mettre en couleur, tu sais, les différentes parties de ta formule. Plus tard, il y aura l'indentation, c'est sûr. Ouais. Bah, on peut aller sauter à la ligne, non? Non, il faut le faire dans un truc de code. On dans peut un toujours pas aller à la éditeur ligne. de code, ouais. Quelqu'un qui a dit dans Slack qu'on pouvait aller à la ligne. Ah bah, oui, mais il semble qu'il faut encore aller dans un éditeur de code. D'autres gens avaient dit ça aussi. Mais bon, déjà, il y a les couleurs, c'est déjà pas mal. Mais... Et moi, avant, jamais je m'étais posé cette question. Ouais. J'ai passé 2 mois et demi sur un éditeur de code. J'ai vu ça sur un post LinkedIn. Je me suis dit, mais c'est du génie. Pourquoi j'ai jamais édité les codes que je fais en formule? C'est horrible, en fait, de voir tout la ligne. Tu peux pas comprendre, en fait. Ton cerveau, il est pas fait pour. Donc, on voit bien quand même que là, on est en train je pense, de converger vers un niveau de no-code qui est tellement puissant, mais qui, du coup, nécessite une petite barrière à l'entrée de au moins connaître l'environnement du code. Là, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, en fait, je pense que ça dépend aussi des outils, quoi. Mais des outils experts, entre guillemets, comme on dit chez Contournement, comme Webflow, comme Integromat. Je mettrais pas Airtable dedans parce que je trouve qu'Airtable est très accessible, tu vois, même si bon, il y a les relations, tout ça qui peuvent être un peu... Mais voilà, et ces outils-là, si tu as quelques fondamentaux, tu dis, toi, tu as fait le truc de luxe parce que tu as fait vraiment toute une formation en dev, quoi, une bonne formation en plus. Mais oui, il faut qu'on arrive à prendre ces fondamentaux et les donner aux gens pour ces outils-là, quoi. Ouais, Zapier, c'est moins le cas, par exemple. Tu vois, nous, dans notre formation à Zapier, on a fait un peu l'inverse. Dans le 3e niveau de formation, qui est le niveau un peu expert, on utilise les trucs de Zapier pour expliquer aux gens un peu le métier des devs, tu vois, les boucles, les trucs comme ça. Mais c'est Zapier. Je pense qu'avec Integromat, il faut faire l'inverse, en réalité. C'est possible. Voilà. Bon, je fais une petite aparté. Non, mais parce que ça m'aide beaucoup, comme souvent quand je fais ce podcast, ça me donne plein d'idées et ça me permet d'échanger. Et les gens m'ouvrent les yeux régulièrement sur ce qu'on doit faire. Bah, tant mieux, mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a une vraie place à prendre là-dessus. Là, tu parlais de boucle. Bah, ouais, une boucle, c'est quoi une boucle? Enfin, pour un humain, ça n'a aucun sens, cette sorte de boucle. Ah oui, il n'y a rien dans la vie qui fonctionne comme ça, quoi. Voilà. Alors que bon, dans le dev, c'est tout. Tout est une boucle. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Super, bah écoute, non, c'était hyper intéressant. Je regarde un peu mes questions. On a parlé de tout ce que j'avais imaginé. Je sais pas, est-ce que tu as quelques conseils peut-être pour terminer? C'est toujours un peu dur comme question, mais je sais pas, pour des gens, voilà. Mais peut-être si on se place un peu, là, on va faire un petit peu la synthèse de toutes tes compétences et tout ce que tu as fait dans Carême. Tu vois, peut-être des gens qui veulent un peu automatiser leurs ops, etc. Peut-être dans des PME qui partent de rien, tu vois, enfin, qui n'ont pas cette culture tech, peut-être que vous avez ici. Ben, moi, je dirais que faut vraiment bien se poser sur ce que tu veux avant. Qu'est-ce que tu cherches en fait à avoir avec ton automatisation, tes outils, voilà. Il faut, à mon avis, pas du tout partir sur il me faut une automatisation. Je fais souvent un peu parallèle avec les gens qui veulent des tatouages. Tu vois, c'est pas je veux un tatouage. C'est ok, tu veux quelque chose, ça va se manifester par un tatouage. Bah, c'est la même chose en fait. C'est se demander qu'est-ce que tu recherches en fait avec ces outils-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est en vrai tester. Moi, j'ai lu des centaines et des centaines de cas d'usage. J'ai regardé
dizaines de vidéos qui n'avaient rien à voir avec mon sujet, juste pour me dire, ok, peut-être que je vais réussir à faire un lien. Parce qu'au début, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Et c'est ça le plus dur, en fait. Une fois que tu as compris à peu près ce que tu pouvais faire, bah, c'est super. Là, tu commences à avoir plein d'idées, mais les débuts, tu n'en as aucune idée de ce que tu peux faire. Et après, une fois que tu as réussi à sortir des trucs convenables, qui sont cool, qui fonctionnent, je pense qu'il faut aussi pas trop s'attacher, dans le sens où il faut être prêt aussi à parfois tuer le truc parce qu'il faut passer à autre chose, ou parce que, en fait, la logique ne convenait pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de complètement changer. Est-ce que ça, c'est pas plus facile justement avec les outils no-code ? Est-ce que maintenant que tu codes aussi, est-ce que tu penses qu'on n'a pas, bon, déjà c'est ça, il y a le prix, et puis peut-être aussi l'attachement. Moi, je pense que les gens qui ont écrit du code sont plus attachés au code qu'ils ont écrit. Ça produit un truc un peu tangible, tu vois, ton code source. Je suis d'accord. Puis tu as mis du temps et tout. Un petit no-code, bon bah t'as cliqué un peu à droite à gauche. Ouais, je suis d'accord. Je pense que tu t'attaches probablement moins, parce que c'est moins de temps, c'est moins de sang et de sueur. Mais il faut accepter que au début tu vas te planter dans ta base de données, c'est sûr. Si t'as fait du dev avant, c'est sûr et certain. C'est pas du tout naturel, quoi. Non, c'est clair. En plus, ça vient avec l'expérience, etc. Ça, c'est un truc qu'on a un peu du mal à faire passer aux gens qui font nos formations. De toute façon, au début, c'est difficile. Nous, on essaye de mettre plein d'exercices dans les formations, etc. Mais même après avoir fait de niveau de formation, un nouveau projet, des nouvelles entités, etc., c'est pas évident de trouver tout de suite quel est le modèle de données qu'il faut. Non, c'est clair. Et ça va venir. Et puis, des fois, tu te trompes, comme tu dis, part sur des mauvaises bases. Après, c'est là où des fois, c'est bien de se faire un petit peu accompagner par des experts, éventuellement, qui te donnent, qui te disent, bon, bah voilà, là, le schéma, peut-être tu peux faire ça. Ça t'évite d'aller trop loin dans ton mauvais schéma, quoi. Non, c'est clair. Et toujours avoir un auto-number dans tes bases de données. C'est vrai, ça c'est le conseil ultime, je pense. C'est un bon conseil, mais tu sais qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Il y a des gens, moi j'utilise pas mal l'auto-number, j'aime bien, et il y a plein de gens qui aiment pas ça du tout, quoi. Je suis désolée. Pas de souci. Tu vois, qui utilisent beaucoup des formules dans leur premier champ. Oui, bien sûr, mais bon, toujours avoir quand même un champ unique, quoi. Bon, même si aujourd'hui dans tous les outils no-code ça se fait, mais pour toutes les personnes qui commencent sur du Excel. Oui, alors ça c'est clair que t'as pas du tout cette logique-là. C'est vrai. Bon, bah écoute, super, merci beaucoup. Dernière chose, est-ce que vous documentez un petit peu tout ça ? Est-ce que vous partagez des choses comme ça au niveau de WeMaintain, ou toi, personnellement ? Ça fait partie vraiment des gros projets que j'ai là. Surtout, encore une fois, d'avoir vu la logique de code, parce qu'en fait, en no code, on n'a pas du tout cette logique de documentation. Donc ça fait partie vraiment l'un de mes gros objectifs, de rationaliser un peu tout ce qui est fait, de redocumenter, expliquer chaque workflow. C'est plutôt en interne et éventuellement en externe aussi. Est-ce que vous communiquez sur des choses, je sais pas, pas trop, j'avoue. Non, c'est vrai, on le fait pas trop. Ok. Non, mais c'est pas du tout. C'est plus un bonus, hein, tu vois. Il y a des boîtes. Moi, je suis toujours agréablement surpris quand il y a des boîtes qui le font. Tu vois, mais c'est pas du tout intuitif. Comme tu dis, d'abord, il faut déjà le faire en interne. Ça. Et puis des fois, après, prendre le temps. Mais tu vois, moi, je vois, il y a même plein de super agences no-code qui prennent pas le temps de bien communiquer sur ce qu'ils font et tout. Enfin, on est toujours pris par je sais pas comment dire, les activités au quotidien, mais voilà, je demande toujours parce que moi, je suis toujours un peu curieux, parce que moi, j'adore lire les histoires tu sais, il y a des startups quand même qui documentent vachement bien leurs aventures, ou des fois, des points plus techniques, etc. Donc voilà, c'était au cas où. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, te contacter ? Tu es sur le Slack de No Code France ? Je suis sur le Slack de No Code France, sinon sur LinkedIn. Ok. Cool. Écoute, je mettrai le lien dans les notes comme d'habitude, et puis on pourra continuer la discussion sur le Slack. Voilà, je te pinguerai quand l'épisode sortira. Carrément. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé cette discussion vraiment très enrichissante, d'autant que ça m'a aussi un petit peu ouvert les yeux, comme vous avez pu le voir à la fin, autour de notre formation à Make. Voilà, qu'on essaye de peaufiner. C'est pas évident, c'est un vrai challenge.
Voilà, on a été challengé par nos bêta-testeurs. Kevin, je te fais une petite dédicace, tu nous as vraiment bien questionné et challengé. Voilà, et là je pense que j'ai compris comment on va faire. Donc écoutez, vous aurez bientôt l'occasion de découvrir tout ça. D'ailleurs c'est très drôle, au moment où j'enregistre, il y a quelques minutes, je viens de découvrir aussi la formation à Make de notre ami Shubham. Donc voilà, il y a un petit peu de compétition, c'est le jeu, c'est normal. Voilà, après on laissera les gens décider de ce qui est la meilleure formation. Très franchement, à ce stade, je vais pas m'avancer. Nous, vous le savez, on essaye toujours de faire les meilleures formations. On essaye de vraiment embarquer tous les gens, même les plus éloignés, de vraiment avoir cette spécificité, de vraiment vouloir transmettre les valeurs, les fondamentaux de la technique et du no-code aux débutants. Donc voilà, on pense qu'on est bon là-dessus. Et puis pour le reste, vous déciderez, et puis on verra bien. Après, on verra des questions aussi de marketing dans tout ça. En tout cas, pour revenir à notre épisode du jour, voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Moi, j'ai trouvé que Florian partageait plein de choses hyper intéressantes, choses aussi très concrètes, des conseils, un bon retour d'expérience. Voilà, évidemment, vous n'êtes pas forcément dans le contexte d'une startup tech, mais essayez de vous approprier ces idées, ces concepts. Il y a plein de choses, je pense, qui peuvent vous servir pour votre PME, pour votre TPE, et surtout aussi si vous travaillez dans le no-code, que vous êtes consultant, etc. Vous l'avez compris, j'en parle beaucoup ces derniers temps. Essayez vraiment de vous approprier aussi les bonnes pratiques des consultants un peu plus traditionnels, tous ces travails autour des process. Alors pas la peine de faire des PowerPoint, etc. À rallonge. Par contre, cartographier des process, c'est important. Vous vous en doutez, je vous le dis, puisqu'on travaille aussi là-dessus avec Xavier sur une formation, mais parce qu'on y croit vraiment. Les outils, c'est bien, c'est important, mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait, maîtriser aussi les fondamentaux techniques. Voilà, je pense que là, c'était très inspirant. Vous avez compris, encore une fois, ce que disait Florian par rapport au code et tout. Voilà, on va essayer de vous amener ça dans nos formations. Moi je suis dev à la base, donc finalement pourquoi il ne faut pas utiliser vraiment ces compétences. C'est ce que j'ai fait vraiment dans notre formation aux API qui me tenait à cœur depuis très longtemps de vulgariser ça, mais en fait je crois que ce travail de vulgarisation doit aller encore plus loin. Bref, je m'arrête là, vous le savez, des fois je me laisse aller à faire des longues conclusions, mais parce que j'aime bien un petit peu parler tout seul aussi au micro de temps en temps et passer ce petit moment avec vous qui êtes encore en train d'écouter, qui êtes parmi les gens qui écoutaient les épisodes jusqu'au bout, qui aimaient bien les sushis apparemment, a priori, vous avez la ref si vous avez écouté d'autres épisodes jusqu'au bout. Et moi je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, on se retrouvera avec Milan Boigard, le fondateur d'Uncode School, qui vient de terminer la première promo de sa formation, et donc évidemment j'avais envie de débriefer avec lui comment ça s'était passé, qu'est-ce qu'on fait les élèves, les formations, la pédagogie, le projet, toutes ces choses-là. Voilà, donc on a pris le temps, un long épisode d'ailleurs, on a bien discuté et c'était hyper cool et vous allez retrouver ça la semaine prochaine. Allez, à bientôt.